Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. On a le plaisir d'être avec le Rav Yitzhak Shoraki. On parle comme d'habitude du Teilim, qui est lié à la paracha. Alors, on a une paracha double, Vayakel Peskoudé, et on a un Teilim qui est tout petit, 233. Bechavodarav. Arabe. En effet, c'est un mizmor très court, mais qui est, je dirais, à la fois très profond dans ce qu'il va nous enseigner, mais aussi très actuel dans la façon de lire le rapport entre, pardon, la façon de lire le rapport entre notre paracha d'une part et on a toujours le sentiment que la paracha est totalement proche de touche notre actualité et notre mise mort. Shira Ma'alot et David, Inematov Umanaim, Shevet Achim, Gam Yachad, le problème de deux frères qui doivent être ensemble. Alors, c'est le Mizmor Kouf Lamed Gimel qui est attribué à notre paracha, et notamment, je dirais, c'est à la fois notre paracha, mais c'est tout l'ensemble des parachiotes du Mishkan, puisque ça concerne un élément particulier de la construction du Mishkan et des Kohanim. Il s'agit du Shemen Atov, le Shemen Amishra. Alors, pour commencer, d'abord, tout le monde connaît, il faut entre parenthèses, il aurait fallu faire, mais c'est un sujet en soi qui nécessiterait un long développement, que signifie le gam. Le gam de Gam Yachad pourrait être superflu, puisque il ne rajoute pas quelque chose en plus. Or, on a parfois le mot gam qui a d'autres retombées simplement que le fait de dire en plus. Par exemple, lorsque on a à propos de Rivka qui dit Lama eshkal gam shenechem yom echad. Lama eshkal gam shenechem, elle a que deux enfants, c'est Yaakov et Esav. Donc, on pourra dire ce Lama eshkal gam shenechem. Et il y a toute une lecture qui nécessiterait un long développement, mais pour nous, en ce qui nous concerne, Inematov Manaim, Shevet Achim, ça accentue, ça donne plus de poids à ce Yachad entre les deux frères. De quoi s'agit-il? Inematov Manaim, Shevet Achim, Gam Yachad. On a comme une première lecture de ce misement au niveau du Pshat, où on nous parle de c'est quoi ce Shemen Atov à la roche, Yored à la Zakan. Les Pashtanim nous disent qu'il y avait un minag à la fin du repas, ou au moment de prendre le repas, de soindre avec de l'huile sur la tête pour donner une huile embaumante, odorifiante, qui permettrait de donner une bonne odeur. Et donc, on a ce Shemen Atov qui serait au moment où Shevet Achim Gam Yachad, les gens sont assis entre eux, et ils ont mis ce Shemen qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs passages. Par exemple, un mizmor très connu, Ta'aror lefanai shulchan neged sorerai, et ensuite à ce Ta'aror lefanai, Dishanta bashemen roshi, kosi levaya. Alors, Ta'aror lefanai shulchan neged sorerai, d'accord, on a la table, on a kosi levaya, la coupe qui est pleine, qui est abondante, mais on a aussi Dishanta bashemen roshi. On a le fait d'avoir la tête qui est embaumée, qui est de cette huile qui est faite justement pour masser. On a l'air dans le livre de Kohelet, l'air Echol besimcha lachmecha, et ensuite Veshemen al roshecha al tersar. Va manger Veshemen al roshecha al tersar. Donc on a cette idée de cette habitude, et de façon toute simple, Yored à la roche, Yored à la zakan, de ceux qui sont là attablés pour manger. Ça pourrait être le sens premier de ce passage, dans la réalité concrète de David Ameller qui décrit ça. Et là où ça, je dirais, comment dire, ça nous extrait de simplement le côté plus pashtani de cette lecture, c'est qu'on a ensuite, à Yored à la Zakan, Zekan Aharon. Et tout d'un coup, Aharon apparaît, on se dit, mais qu'est-ce qu'Aaron fait ici? Pourquoi est-ce que si on est dans un repas en train de manger, à la fin du repas ou au moment du repas, on se met de l'huile, on soigne d'huile, et on dit non, Zekan Aharon, c'est un souvenir à la Meshicha de Aaron, à l'onction de Aaron, et ce qui déjà, avant même de continuer plus dans le détail de la chose, donne une idée exceptionnelle lorsque on va prendre le repas, la shulchan qui ressemble à un misbéach, le peuple juif dans son ensemble est appelé Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Et donc, de la même manière que Aharon, pour accéder au titre de la de la Keuna, a eu
la Meshicha, où il a pu, à travers la Meshicha, être, recevoir l'onction qui lui donne le kavod, qui lui donne la kedusha. De la même manière, quand il s'agit du peuple juif, on a, dans la façon de prendre le repas, un petit peu de cette onction qui grandit l'homme, le peuple, au moment, à travers cette Shemen Hatov. Mais de quoi s'agit-il quand il s'agit d'Aaron? Et c'est là ce qui est important pour nous, puisqu'il s'agit du Mizmor qui est associé à notre paracha et qui, d'une certaine manière, aurait pu être associé pas simplement à cette paracha, mais à l'ensemble des parachas du Mishkan. Puisque dès dans la paracha de Teruma, on nous parlait de Bessamim, les Shemen Amishra, lorsqu'on prend les différents matériaux qui vont être utilisés pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan et pour les habits des Kohanim. Dans la paracha de Tetzavé, on nous évoque à nouveau Vela karta et Shemen Amishra, Veatsakta al Rosho ou Mashachta Oto. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui prépare en disant à Moshe à quoi va servir ce Shemen Amishra pour pouvoir faire l'onction sur la tête de Aaron. On a lu cette semaine dans la paracha de Kitissa la fabrication, la façon de concevoir ce Shemen Amishra, les différents ingrédients, la façon de le faire, l'interdiction de la faire autrement. C'est un Shemen Amishra, quelque chose qui relève du miracle, puisque depuis l'huile qui a été préparée par Moshe, on n'en a plus refait une autre. Et elle a été gnouza, cachée, et on n'en a plus d'autres. C'est quelque chose qui relève totalement, il y a beaucoup de différents aspects qui relèvent du Nes. En tout cas, on l'a lu dans la paracha de Kitissa. Et on va le relire dans la paracha de Vayakel, puisqu'on a, après que Moshe a reçu l'ordre de faire le Shemen Amishra, Moshe transmet cet ordre au Bnei Israël et donne l'ordre de faire le Shemen Amishra. On a la façon de la confectionner et les artisans qui l'ont fait l'amènent dans la paracha de Pekoudé à Moshe. Et ça va être pratiquement que dans la paracha de Tzav du livre de Vayikra, où on a la Hanouka du Mishkan et la Meshicha, l'onction réelle de Aaron avec cette huile d'onction qui a été préparée par Moshe. Et c'est pour cette raison-là qu'on a dans notre Mizmor ce Shemen Hatov à la roche, Yored à la Zakan, qui est évoqué à propos du Zekan à Aaron, la barbe de Aaron. Et vous allez voir dans un instant toutes les différentes retombées de cette chose. Alors, si c'est comme ça, eh bien alors Shevet Achim Gam Yachad devient quelque chose de beaucoup plus grandiose. C'est plus du tout simplement le repas, les gens qui sont attablés et qui se mêlent de l'huile pour essayer de donner un petit peu de parfum à ce repas, mais ça devient Mamlechet Kohanim. Et là-dessus, on a différents midrashim qui en donnent le sens. Par exemple, dans la paracha de Vayeshev, lorsqu'on a la haine terrible des frères et de Yosef, il est écrit Velo yachelu dabero le shalom. Yosef parle à ses frères, Vaishal lahem le shalom. Il y a un shalom qui est en train d'être perdu entre ses frères. Yosef essaye de retrouver le shalom de ses frères. Et le Midrash dit, Yosef a cherché le shalom de ses frères. Vaishal lahem le shalom. Même si eux ne sont pas dans le shalom, alors que d'habitude, ceux qui accèdent au pouvoir, ils ne sont pas ceux qui cherchent le shalom, Akadosh Baruch Hu a dit à Yosef, Bechayecha, ba'olam hazeh haïta matchil beshalom, tu as commencé dans ce monde-là à chercher le shalom de tes frères, les olam haba ani ma'avir sin'a mi benehem, et il y aura finalement le shalom entre les enfants de Yosef et les enfants de ses frères, comme il est écrit, Inematov manaim shevet achim gam yachad. Ce qui est très intéressant. L'histoire de Yosef et de ses frères, de la part de Yosef comme de la part des frères, est une histoire terrible qui a failli totalement détruire la famille de Yaakov. Les frères n'auraient pu ne pas du tout se rapprocher. À chaque fois où on essaye d'établir le shalom, on fait un peu le tikkun de la vente de Yosef. On fait un peu le tikkun de la dissension à l'intérieur de la famille de Yaakov. Et donc ce Inematov Manaim Shevet Achim Gam Yachad, par ce midrash-là, dans la paracha de Vayeshev, est pointé dans la phrase de David Ameler comme étant le tikkun de la haine qui a détruit la famille de Yaakov. Toutefois, il faut aller plus profondément. Mais quels sont les autres sens de ce Shevet Achim? Et on a d'autres commentaires, par exemple Rashi, qui est quelque chose qui sort totalement de ce sens simple, je dirais, de frères dans le sens premier, les frères de Yaakov ou le peuple juif considéré comme l'idée de fraternité à l'intérieur du peuple juif. Rashi nous dit non. Achim,
c'est pour parler du peuple juif et d'Akadosh Baruch. Ça, c'est un chidouche très intéressant, où on a une relation entre le peuple. Alors on dit toujours Avinu, Malkenu, on a parfois un rapport d'hommes et de femmes, l'idée de Shirachirim. Oui, mais on a aussi dans Shirachirim, Mi yitencha ke'achli. On a dans le Midrash Télim, à propos du pasuk, les Ma'an achai vereai, Adaberana Shalom Bar, c'est la parole entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël, c'est l'homme et Akadosh Baruch Hu, qui sont le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, quand il est dans le Beth Amikdash, une relation de fraternité. Inematov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad, d'après Rashi, dans son commentaire sur Télim, c'est l'union qui permet au peuple juif d'être en shalom avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit non, c'est pas le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, mais c'est le pouvoir politique et les différents frères de ce pouvoir politique. Il évoque Shelomo Ameler, David Ameler, lorsqu'il dit Shir HaMa'alot les David, c'est un psaume de David. Hine matov umanaim shevet achim gam yachad, presque entrevoit déjà la haine terrible qui va partager ses descendances, puisque David est à peine mort que déjà Adoniaou, la révolte, il a lui-même vécu le problème justement de la rébellion. Et bien maintenant voilà, il y a qui remettent en question le pouvoir du roi voulu par David Ameler. Le pouvoir politique remis en question est évoqué dans ce Mizmor à travers David Ameler en disant s'il était possible, Shevet Achim, et là c'est les Achim au sens premier, les enfants de David, est-ce qu'ils pouvaient être en paix? Est-ce que la scène politique est une scène où on peut espérer, aspirer à avoir le shalom? Mais Rabbi Ben Ezra n'est pas en reste, il propose une deuxième lecture et il dit Shalom ben Kohanim. Alors là, c'est encore plus intéressant. Si c'était à propos chez le mot Ameler, une réflexion sur le pouvoir politique, est-ce qu'il peut être Shalom? Là, on passe au pouvoir religieux. Est-ce que les Kohanim, la Hevra des Kohanim, est-ce que c'est une Hevra qui est Shalom, qui peut vivre en paix, ou est-ce qu'il y a des tensions à l'intérieur aussi de la manière de faire la Avodat Hashem? On sait qu'il y a des périodes de mémoire funeste où les Kohanim, entre eux, se faisaient concurrence jusqu'à arriver à des choses terribles, même jusqu'au crime, dans le Beth Amikdash lui-même. Est-ce que dans cette phrase de David Ameler, au-delà de parler du shalom d'amis qui sont réunis autour d'une table, au-delà de parler de la nation dans son ensemble, Shevet Achim, le peuple juif qui serait Shalom, qui serait Mamlechet Kohanim, est-ce qu'on n'a pas une réflexion sur le politique, une réflexion sur le religieux? D'ailleurs, Rabbi Yosef Hayoun, le grand commentateur du Portugal du XVe siècle, qui a écrit un commentaire notable sur beaucoup de livres du Tanakh, et notamment sur le livre de Tehillim, nous dit à propos des Kohanim, il dit justement, puisque l'ascension du Kohen vers le Mikdash, la Kirva, le Korban, l'approche d'Akadosh Baruch Hu, risquerait de provoquer un déséquilibre du shalom. Par quelle raison? Eh bien, par peut-être une attitude extérieure religieuse qui ne correspond pas à quelque chose d'intérieur, pur et profond. Est-ce qu'ils n'ont pas, Bachutz et Balev, deux conduites différentes qui seraient à la base de la dissension et qui détruiraient le shalom? Est-ce que lorsque le politique n'arrive pas à trouver le shalom, est-ce que ce n'est pas aux religieux de se poser la question où avons-nous fauté pour ne pas avoir permis d'accéder à ce shalom? Le Radak, Rabbi David Kimhi, reprend l'idée générale au nom de son père, le Rav Yosef Kimhi. On a une famille qui est, la famille des Kimhi, qui sont tous plus ou moins des grammairiens et des commentateurs du Pshat et du Tanakh. Et donc Rabbi Yosef Kimhi, évoqué par son fils Rabbi David Kimhi, Provence, XIIe siècle, nous dit la chose suivante: le Shevet Achim Gam Yachad, c'est l'aspiration générale du peuple juif qui est dans la fraternité. On commence comme ça. Mais il rajoute, peut-être, c'est l'utopie du Yemot HaMashiach, Shalom ben Melech HaMashiach, Kohen Gadol. Et là, c'est très intéressant, puisqu'on disait tout à l'heure, est-ce que le politique n'est pas voué à avoir des tensions pour savoir qui dirige? Est-ce que le religieux n'a pas lui-même aussi son lot de dissensions? Et là, nous dit le Radak, mais c'est peut-être les dissensions de l'un vis-à-vis de l'autre.
il y a deux pouvoirs, le politique et le religieux, l'un symbolisé par le Kohen Gadol, l'autre symbolisé par le Meler, dans le sens de Meler à Mashiach, l'un qui est voué au pouvoir politique, l'autre qui est voué à la Torah et au mitzvot. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans l'idée même du Mashiach, Shevet Achim Gam Yachad, deux frères qui sont dans deux directions différentes et qui n'ont pas de jalousie l'un vis-à-vis de l'autre, qui arrivent malgré tout à s'entendre, qui arrivent à être Béchalom. Et le Radak rajoute un point très intéressant, il dit c'est pas les mots à Mashiach. Au retour de Tzion, dans le Shivat Tzion de Bavel, on a deux personnages fondateurs, Zerubbabel d'une part, et Yehoshua Kohen Gadol de l'autre part. Et Zerubbabel et Yehoshua correspondent un peu à pouvoir politique par Zerubbabel, pouvoir religieux par le Kohen Gadol, et ils sont décrits par le Navi Zecharia, Shene Bene Yitzhar. Shene Bene Yitzhar, eh bien, ce sont ces deux branches d'olivier, puisqu'à la fois le Kohen ou le roi doivent être loin par cette Shemen à Mishra, et ils vivent en bonne entente, toutes les deux. Vous voyez que finalement, à travers ce Shevet Achim Gam Yachad, sous la lecture de nos commentateurs, on évoque presque, je dirais, toutes les dimensions de la scène publique, et pour certains, on arrive même à quelque chose de beaucoup plus profond. Par exemple, le Meiri garde le côté politique, et il dit c'est le Shevet Achim d'un côté, Anagat Hayishuv Amedini, Anagat Hayishuv Amedini, c'est le pouvoir politique, Ve'anhagat Nefesh, et la manière de diriger, de former, d'élever des âmes. Est-ce que le politique et l'intériorité profonde de l'homme peuvent vivre en bonne entente? Voilà peut-être ce à quoi ce Mizmor nous pousse. Rabbi Avram ben Ramor, un des grands chachamim qui a commenté le Sefer de Teilim au XIVe siècle en Espagne, Talmidim du Ran, Rabbi Nissim de Gérone, dans son commentaire de Teilim, nous dit la chose suivante: Beshuv Israël Artsam, lorsque le peuple juif retournera dans son pays, Shevet Inematov, David prie, Inematov Umanaim, Shevet Achim, et il dit c'est quoi ce Shevet Achim? Le côté Sichli et le côté Chomri. On a eu ce partage dans lequel on s'est renforcé dans le côté spirituel, coupé de la dimension physique, terrestre, matérielle et politique. Retourner dans notre pays, est-ce qu'on peut avoir une union? Est-ce qu'on peut avoir une bonne entente entre l'aspiration, ce qu'il appelle Sichli, des zones plus élevées de l'homme, et Chomrit et des nécessités tangibles de la matière, au niveau personnel comme au niveau collectif? Rabbi Abraham Ben Ramor dit la écoute d'Hachem sera tellement pure à ce moment-là qu'on est dans une période où même le chomri, même ce qui est matériel, sera en bonne entente, sera, comment dire, au service et en adéquation et en harmonie avec ce qui est des domaines du Sechel. On est peut-être encore pour l'instant dans une certaine utopie à laquelle on espère Bekarov accéder. Mais après avoir dit tout ça, pour commencer le Shevet Achim Gam Yachad, il faut envisager ce Shemen Atov à la roche. Alors je disais Shemen Atov à la roche, Yored à la Zakan, Zekan à Aaron. Oui, un autre point important peut-être j'ai oublié, c'est Yored Alpi Midotav. Yored Alpi Midotav, c'est quoi ce mot Midotav? On a dans une lecture première, c'est le pshat de tous les pashtanim, ils nous disent comme il est écrit la vache à Cohen Middobad. Middo, c'est comme les madim, ce sont les habits. Chez Yored Alpi Middotav, Middotav, cette huile descend. Alors, d'après le Radak, descend sur le Zakan et Alpi Middotav, et aussi sur les habits. D'après Rashi, elle descend sur le Zakan qui lui-même recouvre les habits. Et d'après Rabbi Avraham ben Ramor, il dit non, c'est une huile qui descend pour oindre le Kohen, Alpi Middotav, pas dans le sens des habits physiques, mais Middotav au niveau des caractéristiques, des qualités, des valeurs morales de l'homme. Je vais revenir dans un instant peut-être à cette idée de Zakan Aaron, cette huile qui descend sur la barbe. C'est peut-être pas très esthétique, ni quelque chose dont on a trop, cette façon de soindre avec de l'huile. Je vais revenir dans un instant. Mais en tout cas, après ce passouk-là qui tourne, Shemen Natov, on a le troisième passouk de ce Pérec qui nous parle tout d'un coup du Tal Hermon Shiored à la Retzion. Et vous voyez là que là, tout le Mizmor va être centré sur deux idées. D'une part, la notion du Shemen, et d'autre part, la notion du Tal, qui sont deux éléments totalement différents. La rosée, qui parle de l'élément
comment dire, de l'eau et celui de l'huile. Alors, pour comprendre le passouk d'abord, Ketal Hermon chez Yored al Harer et Tzion, c'est un passouk qui est un peu difficile. Pour quelle raison? Eh bien oui, le Hermon est plus haut que Harer et Tzion, les montagnes de Tzion. Mais donc on peut dire qu'on descend du Hermon vers Artzion. Mais le Tal qui descend sur le Hermon a du mal à descendre aussi sur le Artzion. Ce n'est pas le même Tal, assurément. On pourrait imaginer à la rigueur que l'eau qui descend de tous les différents éléments de ruisseaux et autres du nord du pays arrive finalement un peu plus bas, mais pas le Tal, pas la rosée. Alors certains disent, par exemple Rabbi Avera Ibn Ezra, ils disent que le mot Ketal Hermon, chez Yored, al Harer Etzion, il y a une méthode de langage, de grammaire qui peut faire que le même mot soit employé deux fois et on ne l'écrive qu'une fois. C'est comme s'il était écrit Ketal Hermon chez Yored, Ketal al Harer Etzion. Ce Tal Hermon est le même Tal chez Yored al Harer Etzion. On en aurait deux. Ketal, la rosée du Hermon, la rosée de Harer Etzion, et les deux sont associés l'un avec l'autre, mais il ne s'agit pas du même de la rosée du nord qui arrive dans le bas du pays. Rabbi Avermeza propose malgré tout une autre explication. Et il dit ça peut être Ketal Hermon qui devrait chez Raouyaya, Liot Yored Harer Etzion. C'est intéressant, quel rapport avec le Hermon et Harer Etzion. Le Meiri propose quelque chose de plus profond. Il dit la royauté qui se trouve dans Harer Etzion est tellement agréable et tellement harmonieuse qu'elle est comme la rosée du Hermon qui tombe dans le Hermon. L'image du Tal du Hermon, c'est l'image des sommets les plus élevés de la terre d'Israël, dans lesquels il y a cette rosée, et cette rosée-là est semblable à ce qu'il y a au niveau de la Malchoute de Tzion, que ce qui se déroule à Tzion. Sauf qu'à Tzion, ce n'est pas que la Malchoute, c'est aussi la Keuna. Ces deux notions-là importantes. Du coup, le Radak nous dit il y a là deux éléments qui sont évoqués entre le Passouk Bet et le Passouk Gimel. On a d'une part le Shemen Atov à la roche, Yored à la Zakan, Zekana Aaron, c'est Aaron à Cohen, donc c'est le Cohen Gadol, donc c'est la Keuna. Mais d'autre part, lorsqu'on parle du Tal chez Yored à la Etzion, on a un autre verset dans le livre de Michelet où on nous parle du roi Naam Kakefir, Zaaf Meler, Urtal al-Esev Retsono. C'est très intéressant cette idée. Entre parenthèses, lorsque le peuple juif retrouve le pouvoir et la Géoula elle-même est comparée au Tal en disant Ketal Me'et Hashem. Et c'est pour cette raison-là qu'on a plusieurs commentateurs, dont le Meiri, qui disent la Keuna est représentée par le Shemen et la Malchoute est représentée par le Tal. Et c'est très intéressant si on l'approfondit plus longuement cette idée-là. Pourquoi est-ce qu'on aurait la Keuna avec le Shemen et le Malchoute avec le Tal, d'autant plus qu'a priori, on a aussi le Shemen et le Tal, le Shemen en tout cas, pour parler du roi, puisqu'on a aussi l'onction des rois. Je vais reprendre ça dans un instant. Mais pour déjà progresser un peu dans l'idée, on pourrait dire que le Shemen, l'huile d'une part, et la rosée d'autre part, sont deux éléments liquides totalement opposés l'un de l'autre. L'huile d'un côté est pour nous l'évocation d'un élément liquide gras qui colle, qui au contraire se voit beaucoup plus difficilement à s'évaporer, justement par ce côté gras, alors que la rosée, plus encore même que l'eau, plus encore que la pluie, est décrite comme quelque chose qu'on ne voit même pas. C'est un élément qui vient et qui est presque qu'on respire même sans en rendre compte, qui est pourtant vital pour le monde végétal, mais qui pourtant n'est pas présent. Il est comme déjà évaporé avant même d'être arrivé. Il se promène sous cette forme-là. Peut-être ces deux manières de voir, pour symboliser la Keuna d'une part et d'autre part le Malchoute, peuvent donner des idées très intéressantes. Par exemple, la Keuna représentant la Kedusha, représentant la proximité d'Akadosh Baruch Hu, est symbolisée par le Shemen, et on va la voir par le Shemen, la Menorah, par toutes les manières de présenter justement cette huile comme étant quelque chose qui colle, qui est gras, qui est quelque chose qui attache, qui se touche, toute chose. Il y a dans toute la vie de l'homme, dans toute chose sensible, dans toute chose qu'on peut palper, la possibilité de voir chez Viti Hachem l'Enegdi Tamid, voir comment rapprocher, comment voir la Kedusha qui se trouve liée à cet endroit-là.
c'est comme cette huile qui a ce côté gras qui accroche. Par contre, la malchoute, eh bien, la malchoute est comme le tal. Pour quelle raison? Parce qu'elle est importante pour gérer la société, pour gérer comment dire, la sérénité, l'ordre public, pour que, j'allais dire presque, pour que tout marche bien sans qu'on ne s'en rende compte. Plus on se rend compte justement de cette présence-là, plus c'est un pouvoir autoritaire, un pouvoir trop présent, lequel on aurait peut-être à craindre. Et c'est pour cette raison-là qu'on nous dit c'est Tal, peut-être même plus encore, au même titre qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, Melech Malchei HaMelachim, le roi d'entre tous, le plus roi de tous les rois, et qui pourtant est absolument impalpable. On pourrait même imaginer, certains pourraient se croire qu'il est absent de notre vie, de notre monde. Et pourtant, il n'est pas plus présent que lui. Par justement cet aspect, cette discrétion, ce tzimtzum, ce retrait de celui qui a tous les pouvoirs. Plus le pouvoir est fort entre les mains de celui qui le possède, moins il a besoin d'en faire action, le mettre en avant. Et c'est pour cette raison-là que l'image du Tal, donc évoquée, je disais tout à l'heure dans le livre de Michelet, d'après cette explication du mérite de Rabbi Avraham Ben Ezra, retomberait sur notre pasouk-là, à travers ces deux psukim-là, le Shemen pour la Keuna et le Tal pour parler du Meler. Mais là, ça devient plus intéressant puisque, je disais, la Shemen aussi est liée au roi. Puisqu'on a à la fois l'huile d'onction pour oindre le Kohen Gadol, et l'huile d'onction pour oindre les rois. Sauf qu'il y a des différences. Il y a des différences, par exemple, les Kohen Gadol, les Kohanim, d'une manière générale, on leur a fait la Keuna au départ, Aaron et ses enfants, et ensuite, on n'a pas besoin de refaire la Meshira, de oindre à chaque fois tous les Kohanim qui naissent. Quand quelqu'un naît Kohen, eh bien, il est Kohen sans avoir besoin de cette huile d'onction. Par contre, s'il veut devenir Kohen Gadol, lorsqu'on nomme le Kohen Gadol, eh bien, même si jamais c'est un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, eh bien, malgré tout, on a le devoir de lui faire la Meshira pour le sanctifier, pour montrer à travers cette huile-là la manière de l'élever dans la Kedusha. Par contre, pour les rois, lorsqu'il s'agit de l'huile d'onction qui touche la royauté, on nous dit la chose suivante. Pour les Malchei Bet David, c'est-à-dire les rois qui ont la royauté par la naissance de la dynastie de David, eh bien, lorsqu'il y a Meler Ben Meler, et non Nimshar, on n'a pas besoin de le loindre, il a déjà été oint par son père ou ceux de cette dynastie-là qui ont été oints. Sauf dans un cas, lorsqu'il y a remise en question de son pouvoir. Exemple, Shelomo, c'est le premier après David Améler. Il n'y a pas plus Meler, Ben Meler de David, de la royauté de David, que David et Shelomo. Et pourtant, il y a eu malgré tout l'onction de Shelomo, puisqu'il y a Marloquet. Comme on disait tout à l'heure, à propos de Shevet Achim, quand il s'agit des rois entre eux, Adoniyahu prétend au pouvoir, à la couronne, et Shelomo, pour bien marquer que c'est lui, on lui fait malgré tout la Meshira. Donc, le principe, c'est pour les Kohanim, Gedolim, il y a une sorte de continuité dans la Meshira où il faut la refaire à chaque fois, alors que pour Malchei Bet David, on n'a pas besoin de refaire la Meshira, il y a une continuité, pas de l'action, mais du fait d'avoir été oint, sauf lorsque quelqu'un remet cette action en question. Pour les Malchei Israël, les rois du royaume d'Israël, c'est-à-dire les rois qui n'ont pas de lignée de David Améler, eh bien, on n'a pas besoin de faire la Meshira, puisqu'ils sont, essentiels, illégitimes, puisque le royaume revient au roi David. On ne va pas oindre des rois qui ne sont pas justement de ça, sauf dans certains cas, où ce sont les rois qui ont aussi, dans un cas de marloquette, et on a des dissensions, et il faut marquer qui est le roi, et on fait la Shemen HaMishra. Par exemple, Yoram ben Achav. Il y a dispute pour savoir qui va prendre la succession, et on fait la Meshira. Sauf que là, c'est plus Shemen HaMishra, c'est Shemen HaFarsemom, pour bien montrer que c'est pas le même autorité. L'instrument, la manière de procéder à la Meshira est aussi différente. Pour le roi David, on fera Keren HaMeshira, dans une corne remplie de ce Shemen HaMishra pour faire la Meshira, parce que Keren, c'est le mot qui signifie à la fois la corne, mais à la fois la chose établie, profonde, qui va rester, le fond, la solidité qu'on espère pour ce roi-là, de la descendance de David.
alors que pour Malchei Israël, ils veulent mettre l'autorité à un des rois par rapport aux autres, et dans ce cas-là, c'est une shémène, mais qui sera à la fois shémène par Sémon, mais elle n'est qu'empruntée et pas réellement, et donc pour la raison, comme on ne lui donnera que pas du tout dans ce keren, mais dans un parchemen, dans une fiole d'huile. Et c'est ainsi qu'on voit le mot parchemen qui a été employé pour Shaoul Améler, qui est employé pour Yehou. Leur royaume est un royaume qui ne tiendra pas, et on le manifeste par la façon de procéder. Voilà des exemples. Entre parenthèses, j'oublie encore, au moment de Malché Baït Sheni, les rois, après le retour à Tzion, on n'a plus le Shemen HaMishra qui a été caché, et on ne fait la Meshira de tout le monde que sur ce Shemen HaFarsemon qui n'a rien à voir avec le Shemen HaMishra. Mais il y a encore une différence. Et cette différence est dans une souga de Talmud assez surprenante, dans Masechet Horayot, qui est une petite Masechet relativement courte, mais qui est assez ardue. Et notamment, il y a un long débat, un mood qui parle de la Meshira, le Shemen HaMishra, comment on le fait. Et il pose la question, comment procédait-on à cette Meshira des Melachim? Alors on dit la chose suivante, il y a une différence. Comment on présente le roi, ou comment on fait la Meshira, l'onction du roi, ou comment on fait l'onction des Kohanim. Le Talmud dit la chose suivante, quand on est Mosher les Melachim, Kemin Nezer. Kemin Nezer, on a l'impression qu'il s'agit comme une sorte de couronne. Avec cette huile, on lui présente sur la tête la couronne qui va symboliser le royaume. Kemin Nezer, on va y revenir dans un instant. Et pour les Kohanim, la Talmud nous dit Kemin Ki. Alors on dit c'est quoi ce Ki? D'ailleurs ça se lit Ki ou Chi. Alors une première explication, il dit c'est pas Ki, c'est Kaf. Rashi nous dit c'est Kaf Yevanit. Ensuite, on a une autre explication, on nous dit, c'est dans certaines versions, certaines éditions du Rambam, on dit c'est pas le Chaf Yevanit, c'est le Chri. Ou alors nous disent non, c'est le Ka Yevanit, le Kappa, c'est ramené par le Rav Kapar dans sa façon de présenter. En fait, on a trois versions différentes, trois possibilités différentes de présenter la chose. Soit il s'agissait, alors ce qui est étonnant, c'est que la Gemara emploie ce Chri en disant c'est le Kaf Yevanit, le Kaf en grec. Et pourquoi on parle du grec? On va l'expliquer dans un instant. Le Chaf, le Re en grec, se fait comme un X pour nous. Et d'après cette lecture-là, on aurait fait sur le front du Kohen une sorte de X qui touche les yeux du front, ce Re. Ensuite, on a une autre explication. D'après le Rashi, le Kaf Yevanit, dans le sens de Kaf, ce serait il le met d'ailleurs, le Rashi même inscrit dans l'édition qu'on a du Talmud de Vilna, qui commencerait entre les yeux, qui ferait le tour de la tête pour aller jusque derrière. Et ensuite, on dit le Kappa, c'est un K. Un K, ce serait une ligne sur le front, et ensuite de cette ligne-là, comme un K allongé, sur les deux yeux, pour faire les deux branches du K. On a l'impression, on se dit, mais que représentent tous ces différents détails, surtout que la Gemara avait besoin d'aller chercher le grec pour essayer de nous expliquer de quelle façon on doit faire procéder à la Meshira des Kohanim. C'est quelque chose pour le peu surprenant. Alors, à part le débat technique qui est très vaste et qu'il y aura beaucoup de versions différentes, même ne serait-ce que pour le Rambam lui-même, il y a trois versions différentes sur les trois différentes éditions qu'on a actuellement du Rambam. Des trois plus grandes éditions du Rambam, chacun de ceux qui ont édité récemment, le Rav Kapar, le Rav Shilat, l'édition de Frenkel, chacun a une autre version pour donner cette image-là. Ce qui demande pour nous d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ce débat. Qu'est-ce qui est tellement important à comprendre lorsqu'on nous parle justement de ces legs, de la façon de procéder à la Meshira. Alors, on a une explication qui est donnée par le Ben Ishraï. Ben Ishraï a l'une des plus copieuses œuvres de commentaires sur les Haggadot du Talmud. Et dans son commentaire sur le Masechet Horayot, nous donne sous la forme d'abord du Remez, qui est très intéressant d'ailleurs parce que c'est une des démarches de la Dracha. On a le Pardes, Pshat, Remez, Drash, Vesod. On a beaucoup sur le Pshat, encore sur la Dracha, pour certains qui accèdent aussi au Sod. Le Remez est ce qui est le plus, je dirais, dédaigné. On regarde ça de haut, c'est ceux qui font des guématriotes, qui jouent avec les lettres, qui essaient de dire des choses qui ne sont pas véritablement dites. Or, pourtant, c'est une démarche légitime de commentaire de la Torah. Et le Ben Ishraï a parfois des résultats très intéressants. Là, il nous dit une chose très, très belle
à propos justement de cette explication du Nézer. On imaginait qu'il s'agissait du Nézer. Il dit non, pas du tout. Le Nézer, ça veut dire qu'on lui formait une lettre de Noun. Noun, c'est Noun, une lettre de Noun. Et pourquoi? Il dit la chose suivante. Dans le Talmud, dans Masechet Shabbat, on a une page entière qui fait des drachot sous la forme de remez, des lettres de l'alphabet. Et quand on arrive à la lettre Noun, on a une manière de décoder le Noun qui nous dit la chose suivante. Le Noun, c'est la lettre qui est origine de mot Ne'eman, mais il s'écrit de deux façons. Il y a Ne'eman Kafouf, lorsque le Noun, c'est un Noun qui est à l'intérieur du mot, ou alors Ne'eman Pashut, lorsque c'est le Noun Sophite qui descend à la fin du mot. Et donc, nous dit le Ben Ishraï, on a déjà la façon de décoder ce Noun. Le Noun, ça veut dire Ne'eman Kafouf, le Noun qui est au début du mot. Lorsqu'on voudrait parler du Nézer, la couronne, la royauté, ce qui donne au roi justement son autorité, son pouvoir, s'il met au début du mot Ne'eman Kafouf, le Noun Kefoufa, alors effectivement il pourra accéder au Nézer. Mais s'il enlève ce côté Ne'eman Kafouf, il ne lui restera du mot Nézer que les lettres de Zar. Ce sera un étranger. Et c'est tellement, ce remez-là, tellement, je dirais, d'acuité, puisque Ne'eman, Kafouf sont les deux valeurs morales essentielles. D'un côté, la confiance qu'on peut accéder au souverain, d'être Ne'eman, de faire avec justesse utilisation de tous les biens de la nation, de faire avec justesse utilisation du pouvoir qui lui a été remis entre les mains. Mais deuxièmement, Ne'eman, Kafouf. Pourquoi Kafouf? Parce qu'il faut être modeste, parce qu'il faut être quelqu'un qui justement reste dans la tsni'out. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'il pourrait être Ne'eman en se prenant pour, dans l'orgueil du souverain, et il perd totalement la confiance de son peuple. Ne'eman Kafouf, c'est le Noun qui précède, qui est l'origine du mot, le début du mot Nézer, qui permet au pouvoir de ne pas être zar, étranger, mais qui permet d'avoir la gloire de la couronne sur sa tête. On met sur la manière de faire la Meshira, l'onction du roi, la lettre Noun, qui est nécessaire pour pouvoir lui poser la couronne sur la tête. Voilà tout ce qui est dit un petit peu dans ce remez du Ben Ishraï. Vous voyez, on commence par un remez, on joue un peu avec les lettres, le Noun, Noun Kafouf, etc. D'abord, ce sont des remezim qui sont donnés par le Talmud, donc avec une légitimité absolue. Et deuxièmement, on trouve une idée qui est en elle-même très importante. Ramener le souverain à la fois à la confiance, à l'honnêteté nécessaire et à la fois à l'humilité qui devrait être l'apanage de tous ceux qui veulent justement diriger ou être en haut. Certains présentent en disant le mot Adon dans la façon de célébrer quelqu'un, c'est pas celui qui se trouve au-dessus, mais c'est le mot Adanim. Lorsqu'on dit monsieur, on dit Adanim, ce sont les socles sur lesquels on fait reposer les piliers, les poteaux du Mishkan. Avoir l'autorité, c'est supporter par en dessous le poids de tous les besoins, de toutes les nécessités de la nation. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque ça, c'est bon pour le roi. Mais qu'en est-il du Kohen? Je disais tout à l'heure, on nous a dit le Raf Yevanit, avec une sorte de X. Ensuite, on nous dit il y a tout un tas d'explications qui sont assez particulières. Et là, le Ben Ishraï propose, sous la forme cette fois-ci du Drush, aussi une explication très intéressante qui touche l'autorité, je dirais, des Kohanim. On a un passage dans le livre de Yehezkel, au Perek Tet, pour ceux qui veulent le relire, où le prophète Yehezkel, dans une vision prophétique, arrive à Yerushalayim et voit la perversion de la conduite des habitants de Yerushalayim avant la destruction du premier temple. Et notamment, Akadosh Baruch Hu lui montre quelqu'un qui va Ishkli Mashrid Beyado, il y a des personnes qui vont détruire Yerushalayim, et parmi ceux-là, il y en a un qui a une kesset sofer, une fiole d'encre, et il est en train de, Akadosh Baruch Hu lui dit, Veitvita tav al mitzrot ha'anashim ha'nenachim va'nenakim. Tu vas faire un signe sur le front des personnes qui sont justement à Yerushalayim, pour distinguer ceux qui sont les tzadikim de ceux qui sont les rechaim. Et le Talmud dit d'ailleurs les tzadikim gemurim et les rechaim gemurim. C'est très intéressant, comme on a à la sortie d'Égypte, dans le sang, la manière de mettre sur les linteaux des portes le signe qui montrera la Emouna Bachem et le mérite de pouvoir être sorti d'Égypte. Là, on a au moment de la destruction aussi ce signe qui est écrit par cet encre. Et on nous dit qu'est-ce qu'il signe?
il est écrit Veit Veta Tav. Alors, Tav, a priori, on pourrait comprendre qu'il s'agit, c'est ce que dit d'ailleurs Rashi, Tav, c'est un signe, une marque, hein, comme on avait sur les linteaux, juste mettre un signe et ce serait suffisant pour ça. Or, dans le Talmud de Masechet Shabbat, on a tout un développement pour dire quel était ce signe qui est mis sur la tête des gens de Yerushalayim pour justement marquer ceux qui sont les tzadikim ou ceux qui ne sont pas des tzadikim. Et on le dit, il est écrit vite, vite, tav. Et bien tav, c'est tav. Kifshuto, c'est le tav, la lettre tav. Pourquoi la lettre tav? Et là, on a un débat qui d'ailleurs était longuement expliqué par le Rav Kook, je vais l'expliquer dans un instant, dans son commentaire sur Masechet Shabbat, Aïnaya, sur les Haggadot du Talmud. Alors on nous dit, pourquoi un tav? Alors, première opinion, Rav, le Amora, qui dit, il s'agit avec le tav de la première lettre de Tamout ou Tirye. Donc on met pour l'un Tamout, celui qui va mourir, ou Tirye, ceux qui sont les tzadikim qui vont vivre. Ce qui est très intéressant, c'est que si on met que le tav, oui, ben, tout le monde aurait le tav. Le tav en lui-même ne dit pas Tamout ou Tirye. Ce serait une phrase qui pourrait, comment dire, être valable aussi bien pour les uns pour les autres, ce qui donne un paradoxe énorme. Mais à part ça, ce qui est intéressant, c'est que si on met le tav, c'est la façon de juger, explique le Rav Kook, la personne à travers ce qui va lui arriver. On nous explique, voilà l'avenir de l'homme. Le Tav, d'ailleurs, c'est la lettre de l'avenir, du futur. Lorsqu'on voudrait présenter en grammaire, on met le Tav pour parler justement du futur, qui peut parfois devenir impératif. En ce qui concerne ces personnes-là, eh bien, on nous présente à Yerushalayim la finalité, la destinée des habitants de Yerushalayim, ceux qui vont vivre, ceux qui vont mourir. Voilà, première lecture de Rav. Mais, comme à son habitude, l'opposant dans l'étude de Rav, c'est Shemuel. Et Shemuel, dans le Talmud, il dit non, le Tav en question n'est pas celui de Tamout ou Tirye, qui parle d'un futur, mais celui qui veut dire Tama Zechutavot. Tama Zechutavot, ça veut dire le mérite des pères s'arrête aujourd'hui. Vous avez pu continuer à subsister à Yerushalayim malgré votre conduite impie, mais maintenant c'est fini. Tama Zechutavot, c'est le moment dans lequel le mérite des pères finit de vous aider, de vous protéger. Le temple va être détruit. Rabbi Yochanan dit Taf Tachon Zechutavot. Le mérite de vos pères va vous permettre d'être graciés, au contraire. Et là, c'est très intéressant parce qu'à la fois par Shemuel ou par Rabbi Yochanan, que ce soit par Tama Zechutavot ou Tachon Zechutavot, on s'intéresse aux personnes de Yerushalayim par leur passé, pour essayer de voir d'où viennent-ils, le Zechutavot, les ancêtres, les Avot Akedoshim. Et l'un nous dit, ah oui, c'était bon, mais il y a un moment où il y a quand même une limite, ça ne va pas, comment dire, on peut porter en soi le Zechutavot jusqu'à Tama Zechutavot, ou on peut dire autre chose, c'est ce que dit Rabbi Yochanan, Tachon Zechutavot. Votre origine, vos pères ont un zéchout qui permet malgré tout de continuer à vous porter. C'est celui qui permettra de continuer pour l'avenir malgré la conduite des habitants de Yerushalayim. Vous voyez qu'on a, à travers une seule lettre, le Taf, tout un tas de déclinaisons, je dirais, des personnes et de l'histoire et de la temporalité. L'avenir, le passé qui est encore présent, le passé qui s'arrête et qui ne pourra continuer à protéger pour l'avenir. Et puis il y a la dernière opinion de la Gemara, c'est celle de Resh Lakish. Et Resh Lakish nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit non, pourquoi c'est le Taf? Parce que le Taf, c'est sauf Hotamo chez la Kadosh Baruch Hu. Et le Hotam d'Akadosh Baruch Hu, c'est le mot Emet. Et par conséquent, la lettre Taf est celle qui termine le mot Emet. Pourquoi cette lettre Taf est celle qui termine le mot Emet? Et c'est très intéressant parce qu'on parlait du passé, on parlait de l'avenir, mais pour Akadosh Baruch Hu, toute l'histoire est envisagée dans sa totalité, mais il y a quand même quelque chose d'important. Comment arrive-t-on au mot Emet? Alors, il y a énormément de drachot, j'en prendrai juste une, parce qu'elle nous permet d'entrevoir l'idée même du Taf. Comment juger en voyant la finalité de l'histoire, sauf Rotamo chez la Kadosh Baruch Hu, la fin de cette vérité, de ce Emet Kadosh Baruch Hu. Le Emet est composé de la lettre Aleph. Aleph, c'est Hashem Echad Lifnei Shebara Olam, c'est le début de l'histoire. C'est Akadosh Baruch Hu qui est unique, absolu, avant la création du monde. Ensuite, on a le même du Moum, c'est lorsqu'il est porté atteinte, c'est le défaut, c'est le Pgam, c'est lorsqu'il est porté atteinte à la perfection absolue d'Akadosh Baruch Hu tout au long de l'histoire. Le Aleph et ce même peuvent créer deux mots, soit le mot im c'est le safek, c'est la question, c'est la supposition, c'est les différentes options, mais ça peut être lu de la façon du m c'est la mère qui enfante,
qui donne naissance, c'est la possibilité de créer, à l'instar d'Akadosh Baruch Hu, la vie et perpétuer la vie. À la fin de mot émet, il y a le taf qui permet de compléter ce émet et créer qu'on n'arrive pas simplement dans le hymne de du doute qui serait un scepticisme absolument pas fécond. Au contraire, donner à travers ce mot émet la possibilité de conclure et de cette M arriver à la finalité des temps, c'est-à-dire à continuer l'histoire d'Akadosh Baruch Hu. Le taf est donc soit l'idée de l'avenir, le taf qui va venir, tamot, tahun, soit le taf du passé, tama zechutavot, tahon zechutavot, soit le taf qui parle de manière d'englober toute l'histoire. Pour l'instant, vous allez dire, oui, mais on est encore très loin de nos lettres, puisqu'on n'a pas parlé de taf dans notre passage de l'onction du Kohen, des Kohanim. On nous a parlé du Nun pour le roi et du Chaf ou du Ki Yevani. Sauf que dans l'écriture du Ktav Ivri à Kadoum, l'alphabet hébraïque ancien, la façon d'écrire le taf était le X Yevani, le Chi Yevani. Ce qui rapproche d'un coup toutes nos sougiotes, puisqu'en fait, il est resté un peu dans la façon de l'écrire, dans le côté, dans les cursives, puisque dans les cursives, on n'a pas loin de ce taf, justement, de ce X Yevani, en tout cas le bas du X qui est gardé. La Meshicha du Kohanim, la Meshicha qui va oindre les Kohanim, est elle-même sous le signe de la fin du Beit Harishon, au moment de la destruction du temple, qui vont être ceux qui vont être punis, qui sont eux, ceux qui vont être sauvés. Il reste un point encore à évoquer, c'est le Chaf, le Chi Yevani, le Chaf Yevani. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui a été pointé par Rabbi Yitzhak Abravanel et qui dit la chose suivante. Le Chaf dont on parle, c'est justement pas le Chotam Emet d'Akadosh Baruch Hu, sous la forme du Chaf, du X, du Taf, mais au contraire, ce qui provient de l'écriture grecque, le Chaf représente l'huile qui va oindre le Kodesh, ce qui est le Chotam du Kohen Gadol, et qui est le symbole même de Yafet Ishkon Be'aol Shem. S'il est possible de faire le signe qui utilise le monde grec pour pouvoir affirmer la Kedusha de Shem, la Kedusha du Kohen, eh bien on a réussi l'histoire. L'histoire de Yafet et de Shem et l'histoire du beau du monde grec, Yaf Elohim le Yefet, le Yafé, et l'autre part Shem qui a la vocation morale, et on nous dit Yaf Be'aolishem Vishkon Yaf de Be'aolishem, que Yaf, la beauté, puisse résider dans les tentes de Shem. Les tentes de Shem, c'est les tentes du Mishkan, là où le Kohen arrive, et affirmer cette Keuna à travers le signe même de Yafet soumis à l'affirmation du Kodesh. Voilà ce qu'explique plus ou moins Rabbi Yitzhak Abravanel. C'est très intéressant puisque lui-même a eu de longs déboires avec Yafet, représenté par Édom, Rome ou la chrétienté ensuite, puisque Rabbi Yitzhak Abravanel a souffert justement de l'Inquisition et des chrétiens qui ont expulsé les Juifs d'Espagne, et lui aussi n'a pas échappé à ce triste sort. Mais il reste encore un point important, et je l'évoquais tout à l'heure, il faut le reprendre. La Gemara de Horayot, ce même passage qui parle de la façon de faire la Shmeshira pour le roi, pour les Kohanim, les différents signes, comment interpréter les différents éléments que le Talmud évoque, nous évoque quelque chose de totalement surprenant. Et il nous dit comment c'est fait la Meshira. Il écrit dans notre pasouk que Shemen Atov à la roche, Yored à la Zakan, Zekan à Haron. Et le Talmud nous ramène une baraïta des Tanaïm et qui dit la chose suivante. Alors là, il faut s'accrocher bien parce que c'est quelque chose de totalement surprenant. Il y avait sur le bout des poils de la barbe de Aharon 2 gouttes, j'étais typé margaliot, de cette huile qui descendait de l'onction de Aaron et qui reste présente au bout de sa barbe. Ou qui chez Messaper à Aaron imacherim. Alors il y a certains qui ont la version de dire que chez Messaper quand il se met à parler, donc l'huile risquerait de tomber. Ou alors que chez Messaper quand il se coupe, Mistaper, ça c'est notre version, les gouttes d'huile remontent jusqu'au bord de la peau, jusqu'à la racine du cheveu, du poil, et elles montent comme ça, enfin, elles montent, elles descendent, quelque chose de totalement surprenant. Qu'est-ce que vient faire ce passage du Talmud? On a l'impression parfois, ce qui a souvent désorienté les gens en se disant, mais qu'est-ce que nous raconte le Talmud des éléments pareils? Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'on nous dit, et Moshe, quand il a vu ça, qu'il y avait cette huile, il s'est dit, mais alors, quand j'ai habillé Aaron, revêtu de la tunique du Kohen, peut-être Ma'alti Beshem la Mishra.
peut-être ai-je profané cette huile qui est tout le temps sur Aaron au moment où je l'ai habillé. Et il y a eu une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Ketal Hermon Sheyored al Hareret Sion, de la même manière que le tal, la rosée, il n'y a pas de mérila, on ne peut pas la profaner. De la même manière, le shemen qui est dans la barbe de Aaron, en mérila, il n'y a pas de profanation. Quelle comparaison, on dit où ça va chercher. Et le Talmud ne s'arrête jamais à mi-chemin, il nous dit, et Aaron lui-même s'est mis à douter en se disant, si Moshe, peut-être Moshe, lui, n'a pas profané, mais moi-même, porteur de ces gouttes d'huile qui sont en permanence, peut-être que moi-même, Maalti, j'ai profané, je profane cette huile qui est sur moi. C'est déjà le plus facile à interpréter. Aaron porte en lui la responsabilité de l'onction qu'il a anoblie, et on se pose la question, est-ce que il est au niveau, est-ce qu'il peut se dire, est-ce que j'ai moi-même fauté? Et notamment, on a à propos de Aaron un moment particulier, puisque c'est au moment du Chet HaRegel, ou au moment du alors on dit oui, mais le Chet HaRegel s'est passé avant, c'est passé après. Est-ce que Aaron n'a pas en lui tout le temps cette mauvaise conscience? On pourrait l'évoquer plus longuement pour les Kohanim. Et à ce moment-là, quand Aaron se pose la question, Yatsa Batkol Ve'amra, Inematov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad. De la même manière que Moshe n'a pas profané, toi non plus, Aaron, tu n'as pas profané. L'histoire, on se dit, mais qu'est-ce que ça va chercher toutes ces choses-là? Et pourtant, dans l'interprétation des plus classiques de ce passage du Talmud, le Maharsha, et dans son commentaire, il y a une partie qui s'appelle Chidushé Halachot, qui concerne le côté halachique des sugyot du Talmud, et une partie qui s'appelle Chidushé Agadot, qui ont été séparées pour bien les distinguer l'une de l'autre. Il évoque ça en disant non, il y a deux typotes, deux gouttes qui distinguent Aaron pour parler des deux rôles différents que peut avoir le Kohen. D'une part, c'est le Kohen Gadol, qui a affaire à tout ce qui est l'élévation dans le raffinement le plus absolu dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan, mais on a aussi un autre Kohen qui est aussi moins avec cette huile, le Kohen Meshuach Milchama. Meshuach Milchama, c'est le Kohen qui, au moment du déferlement de la violence dans le monde, au moment où le peuple va partir à la guerre, au moment où on sait que les gens qui vont revenir de cette guerre se seront totalement abaissés, auront perdu toute dignité humaine par la violence nécessaire parfois. Il est besoin d'avoir un Kohen, le Kohen Meshuach Milchama, pour rattacher malgré tout, même dans le plus bas de la violence qui déferle dans le monde, à quelque chose d'un peu plus spirituel, au Ruach. Est-ce qu'il y a dans le Kodesh une goutte, dans l'Alimou, dans la violence de la guerre, une deuxième goutte, deux rôles, dans le sacré et le sublime d'une part, dans l'horreur et de la violence d'autre part, dans tous les différents, le fracas qui détruit le monde, un rôle pour Aaron à s'occuper. Et on se dit, effectivement, elles sont sur la barbe de Aaron, et alors on imaginerait que cette goutte qui monte et qui descend serait peut-être une sorte de baromètre qui présente un petit peu le degré de Kodesh ou de responsabilité présente ou non. Et d'ailleurs, lorsqu'on a, dans la névoie de Zecharia que j'évoquais tout à l'heure, chez Béné Haïtsar, ces deux branches d'olivier qui symbolisaient l'huile qui va être faite pour l'onction. Et on nous disait, il y en a deux, alors tout à l'heure on disait le Kohen et le roi, mais l'autre lecture, c'est le Kohen Meshuach Milchama et le Kohen Meshuach le Kohen Gadol. Ce sont les deux rôles du Kohen Gadol. Et pour quelle raison Aaron mérite de représenter ces deux rôles-là? Eh bien, on nous dit justement, chez Yored al Zakan Zekan Aaron, chez Yored al Pi Midotav. Il faut lire pas al Pi Midotav sur le vêtement ou selon sa qualité morale, al Pi suivant sa bouche. Al-Pi Midotav, c'est la conduite de Aaron qui, par sa bouche, dans sa façon de parler, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Aaron est celui qui n'a pas cessé d'essayer de faire le Shalom, même dans des situations terribles, lorsque le peuple veut faire le Hegel, il essaye malgré tout d'arrêter, d'atténuer un peu la catastrophe de la révolte qui peut être perçue à ce moment-là. Eh bien, par cette manière d'essayer d'obtenir le shalom, il a eu le zérout justement de représenter à la fois le Kohen Gadol dans le sublime du Mishkan et à la fois le Kohen Meshuach Milchama de celui qui doit représenter un peu
du shalom dans un moment où le shalom est totalement éliminé. On n'a pas de shalom puisqu'on est en train de partir à la guerre. Voilà le srout de Aaron. Et c'est pour cette raison-là que Aaron se pose la question, est-ce qu'il a bien rempli ce rôle-là? Est-ce que ces gouttes-là qui montent et qui redescendent, ce niveau de shalom, le baromètre du shalom dans le monde suivant le baromètre de cette huile qui se présente dans la Meshira de Aaron de façon imagée. Et Moshe, lui, se pose aussi la question, parce que Moshe, lui, a été Kohen Gadol d'abord, avant qu'il transmette ce rôle-là à Aaron. Eh bien, Moshe a d'abord commencé par être Kohen Gadol. Et ensuite, Moshe, la Keuna Gedola est passée de Moshe. Moshe est redevenu Lévi, elle est passée à Aaron. Et il peut se poser une question, est-ce que moi, Moshe, je suis celui qui, justement, est failli, ne méritait pas, je n'aurais pas pu, peut-être pour d'autres raisons. Est-ce que Moshe qui est Anav d'entre tous les modestes, parmi tous les modestes, le plus modeste, eh bien c'est celui qui se dit peut-être que justement, je dépensais malgré tout une certaine pensée qui pourrait me prendre pour quelqu'un de plus que ce que je ne suis véritablement. On lui répond, Batkol, qui sort une voix du ciel pour lui dire, Ketal Hermon Shiored ala Sion. Tu es grand comme les montagnes du Hermon, les plus hautes que celles de Sion. Mais malgré tout, de manière presque, qu'on ne pressent pas, qu'on ne remarque pas, il y a cette rosée diffuse dans le monde et qui donne même au Har Tzion sa kedusha, sa ma'ala. Tu n'as pas fauté, tu n'as pas failli, tu n'as pas profané. Au contraire, c'est grâce à Moshe que la kedusha revient au Har Tzion, revient au Kohen Gadol. Cette Shemen Mishra qui arrive à Aaron a commencé par Moshe. Comme si Moshe était toujours un peu présent, imagé par ce Hareret Sion, et qui finalement donne à Aaron un peu de sa Kedusha. L'inquiétude d'Aaron est terrible. Lorsqu'il voit que Moshe s'inquiète, il pense à autre chose. Pas le Harigel simplement, mais c'est qu'il a ses enfants qui sont morts. Et qui peut-être les deux enfants, Nadaviou, pouvaient correspondre à un qui serait Kohen Gadol, un qui serait Kohen Meshuach Milchama, qui représentait ces deux aspects, et peut-être parce qu'il a fait le Rigel, Akadosh Baruch Hu a délaissé sa descendance. Réponse du Batkol, de la voix qui sort, Matov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Aharon qui a des midot extraordinaires, alors le Tov et le Naïm, c'est lequel? D'après le Marsha, il nous dit Tov, c'est Aaron qui a des midot Tovot, et Naïm, c'est Moshe qui a la Torah, Imre Noam. Il me semble qu'on aurait pu dire exactement l'inverse, et ça pourrait peut-être même mieux. Matov ou Manaïm, on commence par Moshe. Matov, c'est Moshe. Vayireu ki Tov hu. Son nom d'abord, c'est Tuvia. Qu'il écarte Tov Natati Lachem, c'est la Torah qui est appelée Tov. Et ensuite, on a Aaron qui est Naïm. Nerim Alichot, Derachea Dache Noam, Vechol Netivotea Shalom. C'est la conduite de Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom. Et donc, on aurait dans ce pasouk-là, Inematov ou Manaïm, Shevet Achim Gam Yachad. Eh bien, on a en fait, pas simplement de manière générale, comme on parlait tout à l'heure au début, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, etc., mais des personnes elles-mêmes, Moshe et Aaron, qui sont dans le shalom absolu. On n'oublie jamais que Moshe et Aaron, c'est le premier couple de frères qui s'entendent de manière absolue. On aurait pu dire Yosef et Binyamin, sauf que Yosef et Binyamin ont été séparés, ne se sont pas revus et ont perdu leur mère, et ce qui les rattachait. Or, pour Moshe, Moshe prend la place de Aaron. Il est plus jeune que lui. Et pourtant, Aaron verra Achav et Samach Belibo. Il a la joie quand il revoit Moshe. Il n'a aucune pensée à remettre en question l'autorité de Moshe. Voilà, Inematov, Umanaim, Shevet Achim, Gam Yachad. Mais peut-être on aurait fini si on ne rajoutait pas encore un élément. Alors, le Ben Israël nous dit, à propos du Shemen, c'est l'image même de la Chochma, de la lumière, c'est ce qui éclaire, et donc c'est celui qui va donner aussi la Chochma. Lorsqu'on le met qui tombe sur la tête, c'est la manière de réfléchir. Sur les yeux, je disais tout à l'heure, il y a une forme qui dit qu'on le fait arriver jusqu'aux yeux pour que la manière de voir, la manière comment dire, la Reïa elle-même soit purifiée, à une Tova, de voir comment dire, avec une bonne vision, un regard positif et bienveillant, ce qu'on peut voir, et ensuite ça descend sur le zakan, sur la façon de parler, que la parole soit aussi bienveillante. On a toute cette explication-là qui est très simple et on peut voir, à la fois dans le côté religieux comme dans le côté politique, cet aspect des choses. Mais il me semble qu'il y a encore un point, et ce point-là est très intéressant par un passage qui nécessite d'être évoqué, et je l'avais évoqué dans un autre contexte en parlant des Luchot Aberit. Vous savez que la tradition, de manière quasi absolue, je dis quasi parce que dans un instant je vais dire un peu l'inverse, mais disons, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que les Luchot Aberit, les tables de la loi, étaient carrées. Or, dans toutes les iconographies,
qui ont été influencés par les chrétiens, on les présente comme des tables avec arrondi en haut. Vous voyez, les tables de la loi, on les voit parfois très souvent, avec arrondi en haut. D'où vient cette manière d'être arrondi? C'est différents artistes, qui ne sont pas d'ailleurs juifs, qui les ont présentés. Or, et a priori, ce n'est pas du tout, les Chabad, par exemple, le rabbi Lubavitch, à son temps, avait dit, il faut tout remettre aux formes carrées. Vous remarquerez que chez les Chabad, toujours, les tables de la loi sont remises comme elles doivent être carrées. Sauf que, on a quand même un passage très surprenant qui évoque quelque chose d'arrondi dans les Luchot Aberit. Et c'est la position des kabbalistes qui dit la chose suivante. Comment les tables de la loi ont été faites, Akadosh Baruch a pris de la rosée supérieure. Alors, il s'agit de choses dont on n'a pas compréhension dans le sens concret, simplement l'image reste pour nous. Le décodage se fait d'après les Mekoubalim. Et juste, je prends l'image, la façon dont c'est évoqué. On parle de Tala Illaha, cette rosée supérieure, qui descend des mondes les plus élevés pour arriver dans le monde plus bas. Akadosh Baruch Hu a pris 2 gouttes de rosée, 2 petits, j'allais dire flocons de rosée. Et il les a fait durcir, ils sont devenus comme 2 petits morceaux de glace par lesquels il a formé, à partir de cette rosée-là, 2 pierres précieuses. Il a soufflé dans alors ça reste encore des gouttes de rosée, et ces gouttes-là, il a soufflé dedans jusqu'à qu'elles sont élargies, jusqu'à qu'elles sont allongées, et ont formé les tables de la loi. C'est une image très, très, très belle. D'ailleurs, elle est reprise ensuite parmi les commentateurs du Zohar. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dans son commentaire Or Yakar sur le Zohar, il dit c'est comme de l'eau qui est figée un petit peu. On avait les tables de la loi qui avaient un côté qui était effectivement carré, le côté, disons, mais de l'autre côté, il y avait le côté arrondi. Alors, a priori, ça serait peut-être l'inverse. C'est pas en haut, ce serait le côté arrondi, et puis l'autre côté, si on voit la façon de souffler. Bon, enfin, on pourrait discuter. Ce qui est très étonnant comme solution, on aurait dans les tables de la loi quelque chose d'arrondi, la goutte d'eau qui est arrondie et qui devient carrée. Vous savez que la quadrature du cercle est impossible. Elle a déjà été démontrée comme impossible, même si on l'a cherchée pendant de nombreuses années. Pourtant, d'après cette lecture-là, on a effectivement une possibilité de transformer des sphères, des cercles, en quelque chose de carré. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Et ça, je crois que j'en avais parlé une année à Oshana Arba, tout ce qui concerne le Kodesh est sous le mode carré. Tout ce qui concerne le Teva, la nature, est sous le mode circulaire. La nature ne propose pas de lignes droites et carrées, alors que tout ce qui est dans le Kodesh, par excellence, ce serait le Misbéar, les téphilines carrés, mais on pourra en montrer à différents exemples. La marque de l'homme, la marque de la possibilité de transformer. On vous dit parfois, il faut arrondir les angles. Alors chez les Juifs, on dit exactement l'inverse. Il faut anguler les ronds et les cercles. Il ne faut pas du tout arrondir les angles. Vous avez des cercles, vous avez un monde qui est justement un éternel retour, des saisons, païens qui revient toujours sur les mêmes, et le peuple juif, avec son loulav, brise justement ces acaphotes, ces tours d'un monde qui semblerait revenir en permanence sur lui-même. Il sort l'éternel retour de l'esclavage, de la nature, de l'histoire, de tous ces éléments-là, et pour essayer au contraire de sortir quelque chose d'autre. Mais pour nous, ce n'est pas tout ce sujet-là qui nous intéresse, même si c'est très intéressant, c'est le rapport aux gouttes. Le Midrash nous évoque à travers, alors on disait Tal Hermon, ces gouttes de rosée qui tombent, le goutte de Shemen d'une part, sur la barre de Aaron, on l'a interprété d'une certaine façon il y a un instant, et là maintenant on nous dit, il y avait aussi des gouttes de rosée, c'est celles qu'on fait l'étape de la loi. Et là, ça demande une réflexion très profonde qui est presque liée à la raison pour laquelle les gouttes d'eau, les gouttes de liquide sont... Pourquoi la physique des gouttes d'eau? On va parler de la physique des gouttes d'eau. C'est un sujet important parce que pourquoi vous n'êtes jamais demandé pourquoi les gouttes d'eau sont sous forme de sphère? C'est quelque chose de très important. Pourquoi les gouttes d'eau ont cette forme de gouttes d'eau? Voilà, bon, c'est une question, il faut y réfléchir. Et elle a de nombreuses considérations et développements, notamment, alors je vous le fais très rapide, la raison est une loi physique, très simple, ça s'appelle la tension de la surface ou la tension superficielle, qui fait que sur la superficie extérieure, il y a une force exercée à l'interface entre deux milieux, lorsqu'on se trouve à la frontière, justement pour dépenser le moins d'énergie. Je m'explique. On a, alors je vais vous donner une image telle que je l'avais appris quand on l'avait enseigné à l'école. Vous êtes dans un groupe de pingouins.
Ceux qui se trouvent à l'intérieur du groupe ont besoin de beaucoup moins d'énergie pour se chauffer que ceux qui se trouvent à l'extérieur du groupe. Il y a besoin de, comment dire, à l'intérieur du groupe, les pingouins se chauffent ensemble, mais les pingouins qui se trouvent sur la surface ont besoin de garder malgré tout la chaleur. Or, à l'extérieur, ils sont en contact avec le vent, avec tout le froid. Lorsque vous avez des molécules qui sont entourées par leurs semblables, elles sont plus confortables que les molécules qui sont à l'interface, qui sont à la surface, qui sont en contact avec les molécules différentes. Et donc, il faut effectuer une force, cette tension superficielle, pour justement garder ces gouttes d'eau à l'intérieur. C'est le problématique. Vous connaissez la problématique des porcs épics en hiver. C'est un sujet long, peut-être une autre occasion, je le développerai, mais juste je vous donne l'image, c'est Schopenhauer qui raconte, et on le connaît malheureusement très très fréquemment. Les porcs épics en hiver ont un dilemme terriblement, j'allais dire mordant, j'allais dire piquant. Est-ce qu'ils se rapprochent les uns des autres pour se chauffer les uns des autres, mais dans quel cas ils s'enfoncent les épines les uns sur les autres, ou alors ils s'éloignent pour ne pas s'enfoncer les épines, mais à ce moment-là, ils meurent de froid chacun séparément. Est-ce que vous préférez mourir d'une solitude glaçante ou d'une proximité piquante? Voilà le débat, le problématique, et toutes les sociétés humaines sont plus ou moins faites sur ce registre-là. On pourrait dire que nous vivons dans les différents émois qui soulèvent notre société, dans le problématique des porcs épics en hiver. Est-ce qu'on voudrait être plus, sous la forme, de quoi préfère-t-on souffrir le plus? Alors, en tout cas, pour revenir sur nos gouttes d'eau ou nos pingouins qui restent à l'intérieur du groupe ou qui sont à l'extérieur, il faut donc essayer de minimiser l'énergie pour garder nos gouttes d'eau à l'intérieur. Diminuer la surface des molécules d'eau. La goutte, elle or, la surface de la frontière qui serait la plus petite, et donc qui demande la tension superficielle la plus petite, elle est ramenée à sa plus petite surface possible, elle modifie d'une certaine manière la géométrie, c'est la forme d'une goutte, puisque en fait, la sphère est la plus petite surface qui enserre un volume. Vous prenez une sphère et donc la goutte d'eau se transforme en sphère afin justement de garder la plus petite surface où exercer cette force de tension superficielle. C'est ce qui explique d'ailleurs, par exemple, quand vous avez deux gouttes qui se rassemblent, la coalescence de deux gouttes d'eau, la fusion pour amoindrir la surface, puisque lorsque la goutte d'eau va former finalement une seule goutte ensemble, ça reprendra une sphère et non pas deux petites sphères. Ce qui explique, par exemple, c'est, vous savez que parfois vous voyez des araignées de l'eau, qu'on appelle les gérisses, qui patinent sur l'eau, certaines fois dans des mares ou quoi, vous les voyez, elles ont, pour empêcher justement, alors, d'abord une nature, une conception particulière, c'est des poils qui permettent justement, hydrophobes, qui permettent de ne pas pénétrer l'eau, mais à part ça, c'est la tension superficielle de l'eau qui le repousse, et c'est entre parenthèses un indicateur très intéressant pour savoir si l'eau est polluée ou non, parce que les détergents qui sont jetés dans l'eau sont tensioactifs et diminuent la tension superficielle, et donc les gérisses coulent dans l'eau. Si vous voyez des gérisses, ces araignées de l'eau qui se promènent un peu partout, qui ont l'impression de danser sur cette flaque d'eau, vous pouvez savoir que c'est une eau moins polluée qu'une autre. C'est ce qui fait que quand vous mettez deux plaques de verre collées ensemble avec de l'eau entre les deux, elles accrochent un peu. Pourquoi elles accrochent? Parce que justement, il y a cette tension superficielle qui essaye au maximum de garder l'eau et ne pas justement s'étendre. Ce qui fait que le trombone que vous posez sur un verre d'eau, même s'il est plus dense que l'eau, donc il devrait couler, eh ben, la tension superficielle le conserve à la surface. C'est d'ailleurs, je parle du trombone, mais vous savez qu'il y a des animaux qui arrivent à flotter sur l'eau. Ça, c'est pour expliquer pour certains ont rêvé, ont fantasmé de pouvoir marcher sur l'eau, parce que pour que l'homme puisse marcher, il y a des lézards qui arrivent à courir sur l'eau, mais il faut aller à une certaine vitesse relativement à leur poids. En parlant du poids et de la vitesse, 50 millisecondes où une vitesse pareille à 10 km à l'heure, la patte quitte l'eau avant de pouvoir s'être enfoncée. Pour l'homme, il faudrait aller à peu près à une vitesse de 80 km/h pour pouvoir glisser sur l'eau sans s'enfoncer. En tout cas, pour revenir sur le point, il y a un équilibre entre, d'une part, le poids de la gravitation, qui fait que la gravité va tirer vers le bas, et d'autre part, la goutte qui essaie de rester. D'ailleurs, quand vous éliminez la gravité, vous vous rappelez bien entendu tout le monde de Tintin, On a marché sur la Lune, où le capitaine Haddock boit son whisky, et puis comme il n'y a plus de pesanteur, les boules de whisky s'envolent, le whisky sort du verre et s'envole en boule un peu partout, comme ça, tout autour de lui, il forme des boules. Et là, c'est le même problème. Mais alors tout ça, c'est pas, vous allez dire, pourquoi il nous parle de toutes ces choses-là pour moi? Parce que là, on arrive à un point intéressant, c'est la capillarité. Alors la capillarité, c'est le deuxième niveau. Une fois qu'on a compris pourquoi il y a la forme des gouttes d'eau,
On comprend pourquoi l'eau, elle monte ou elle descend sur la barbe de Aaron à Cohen. Pour quelle raison elle monte sur la C'est un phénomène très simple, un phénomène de capillarité. Pourquoi? Eh bien, ça dépend justement de la tension superficielle entre le solide et le liquide, la vapeur, enfin tous les. L'eau, elle pourrait s'étaler, mais la goutte d'eau, elle monte dans un tube ou dans un cheveu. C'est pour ça qu'on appelle ça capillarité capillaire. Il y a un phénomène assez spécial où si vous mettez justement un tube, vous l'enfoncez dans un verre d'eau, et bien vous verrez que l'eau remonte. Elle adhère sur les parois, si le tube est assez fin, elle adhère sur les parois, elle remonte au-dessus du niveau de l'eau. Il n'y a pas la poussée d'Archimède, la loi des vases communicants, où on devrait arriver d'une certaine manière au même niveau. L'eau, elle remonte plus loin. Il y a une sorte de tension superficielle qui est beaucoup moins forte que l'eau, et donc elle adhère au mur. Entre parenthèses, pour l'huile, c'est différent parce que la tension superficielle de l'huile est moins forte que celle de l'eau. Donc l'huile, elle colle, elle reste, elle ne va pas remonter en arrière, ce qui est très intéressant. En tout cas, pour le phénomène capillaire, tout ça est présent, sauf que, et je termine par cet élément-là, qui nous donne la loi de tout l'ensemble, il y a une expérience qui a été menée à l'Université de Strasbourg en 2015 par un groupe de chercheurs, d'André Griffiths, qui a cherché par hasard, comme beaucoup de découvertes ont été faites par hasard, et qui dit on a peut-être compris un gros problème, comment la vie s'est créée. Ils essayaient d'injecter des molécules qui réagissent entre elles dans des gouttelettes d'eau pour en faire une molécule fluorescente, en insérant certains éléments, imines et autres, qui donneraient le côté fluorescent. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir injecté ces molécules dans des gouttelettes d'eau, les réactions se sont faites terriblement vite, 45 fois plus vite que ce qui se passait normalement. Et on s'est posé la question, mais pourquoi ça s'est mis à aller très vite? Et là, s'est révélé une question extrêmement intéressante, le problème du complexe. Lorsqu'on passe de molécules simples à des molécules complexes, des molécules élaborées, mais il y a un moment où justement, ça ne peut pas tenir tellement que c'est complexe et ça casse. Et la question essentielle, c'était comment peut se créer le vivant, puisque le vivant, ce sont des molécules élaborées par rapport à des cellules simples. Comment les molécules simples sont passées à des molécules élaborées sans avoir cassé, pour pouvoir créer finalement l'ensemble, le monde du vivant. Comment on est passé, je dirais presque, de la chimie à la biologie. Et on a découvert dans cette expérience de 2015, donc de l'Université de Strasbourg, une solution très intéressante, en disant tout ça est lié à la tension superficielle. Pourquoi? Mais parce qu'il y a cette tension superficielle, les molécules s'accrochent à la paroi de la gouttelette d'eau, et donc n'évoluent plus dans les 3 dimensions, mais ils évoluent dans 2 dimensions, la surface de la gouttelette. Et lorsqu'on évolue dans 2 dimensions, vous avez plus de chances de vous rencontrer. Si vous êtes dans l'espace à 3 dimensions, ben pour vous retrouver, pour faire une réaction, ça va être beaucoup plus compliqué que si jamais vous êtes sur le plan, ou si vous êtes sur la surface extérieure d'une sphère. Et par conséquent, les molécules se sont rapprochées beaucoup plus rapidement, 45 fois plus rapidement, et les émines fluorescents se sont formés beaucoup plus. Vous voyez pourquoi ils n'ont eu plus de chances de réagir sans qu'ils ne cassent? Parce que justement, ils étaient sur la gouttelette d'eau. Et traduit tout ça, et je terminerai tout simplement par ça, eh bien, traduit tout ça en termes juifs, c'est très simple. Lorsqu'on nous parle Shemen Atov à la roche, Yored à la Zakan, Zakan à Aaron. Et le Talmud nous dit les gouttes d'eau qui montent et qui redescendent. Problème de capillarité. Tal Hermon, Yored à la Reretzion. Problème de rosée. Alors là, c'est 2 choses, capillarité pour lui, capillarité pour l'eau. Mais quelles sont les gouttes d'eau sur lesquelles la vie peut se créer? Quelles sont les gouttes d'eau sur lesquelles on peut passer de la chimie à la biologie? Quelles sont les gouttes d'eau qui peuvent permettre d'avoir à la fois la cohésion de ces gouttes d'eau, à la fois l'adhésion, comme on parlait tout à l'heure dans le tube, ou alors la capillarité qui permet de monter et d'évoquer les valeurs de Aaron de manière positive ou négative, le zrout ou non, la peur d'Aaron d'avoir failli ou ne pas avoir failli, eh bien c'est très simple, puisqu'à partir du moment où on demande de décoder le nimshal de la goutte d'eau, eh bien c'est la Torah. La Torah, c'est par excellence le machal de la goutte d'eau. Vous avez à travers l'idée même de ces gouttes d'eau, alors il y a des gouttes d'eau infuses dans le monde, diffuses dans le monde, pardon, la rosée nécessaire à la vie. On pourrait parler plus longuement du rapport entre la rosée et la pluie, ce serait pour un autre cours. On a l'huile qui est là, qui colle et qui remonte sur le poil de Aaron, et qui sont les 2 permettent d'évoquer la vie, alors pas simplement au niveau du vivant, mais au niveau de la vie du peuple juif, au niveau de la vie collective, de la vie individuelle, à travers la manière d'être transférés, d'être transposés par la Torah à une dimension dans laquelle ils peuvent effectivement se rencontrer. Peut-être, c'est ça, Inematov Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Il y a
scission, il y a comment dire, des différentes tensions qui sont là problématiques. Est-ce que peut-être ces tensions pourraient-elles se transformer en tensions superficielles qui permettent de garder malgré tout la goutte d'eau et la cohésion du groupe dans son ensemble? C'est un défi peut-être, et c'est peut-être ce à quoi nous sommes appelés les jours qui viennent. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Shuraki. S'il y a des questions, vous pouvez intervenir, chers amis. Eh ben, Toda Rabba, merci. Ah, Youssef, tu veux dire quelque chose?